Van der Velde, on commence par vous. Comme je l'ai évoqué plus tôt, vous êtes spécialiste de la Birmanie. Pouvez-vous nous éclairer sur ce peuple, l'origine de cette population, son histoire et son identité? Est-ce une minorité ethnique ou religieuse? Et enfin, qu'est-ce qui a amené ce peuple à être officiellement exclu des ethnies reconnues par l'État birman et à devenir aujourd'hui l'une des ethnies les plus persécutées au monde? Vaste programme que vous me donnez là. J'aurais tendance à vous dire d'abord que cerner l'identité rohingya, c'est pas facile. Je vous emmène donc dans un petit voyage intellectuel pour essayer de comprendre comment on est arrivé là, comment les Rohingyas sont devenus une des ethnies les plus persécutées au monde, comment une population qui habite dans un lieu a priori intéressant, plaisant, qu'on peut utiliser sur le plan agricole, comment une population donc vit virtuellement en prison sur son propre territoire, comment une population est interdite de tout, de se déplacer, de se marier, de concevoir des enfants, y compris les droits les plus élémentaires d'un citoyen d'un pays quel qu'il soit, c'est-à-dire avoir la nationalité de ce pays. Comment en est-on donc arrivé là? Alors, on peut commencer le petit voyage dans la géographie, c'est finalement ce qui est le plus logique. Et la question à laquelle je vais répondre, essayer de répondre, comment cet homme est-il devenu un Rohingya? Parce que l'ethnonyme est un ethnonyme récent, qui n'existait virtuellement pas il y a encore quelques décennies, et qui ne faisait sens virtuellement pour personne. Alors on va commencer par un peu de géographie facile. Vous savez que la France est championne du monde de la géographie, on a eu des géographies universelles depuis la fin du XIXe siècle. Conrad, Maltevrin, Élisée Reclus, Paul Vidal de la Blache, ce sont peut-être des noms qui vous disent quelque chose. À chaque fois, ils ont produit des volumes absolument gigantesques en figeant finalement le monde en cartes. Et ces cartes, finalement, nous en sommes un peu victimes, puisqu'elles déterminent notre vision du monde. Par exemple, si je vous montre cette carte-là, l'Asie du Sud-Est, ça c'est très familier, finalement, l'Asie du Sud-Est, on voit bien de quoi il s'agit. C'est une carte qui est facile à trouver, on la trouve sur Internet facilement, et vous avez l'Asie du Sud-Est, en gros, les pays qui forment l'ASEAN aujourd'hui. Et si maintenant vous vous interrogez sur une autre zone géographique, disons l'Asie du Sud, vous arrivez à ça. Et là, ça aussi, c'est très facile à trouver. Par contre, si vous voulez centrer votre paysage régional sur la Birmanie, et plus spécifiquement sur l'Arakan, où habitent les Rohingyas, alors là, c'est beaucoup plus difficile de trouver sur Internet. Soit vous prenez des cartes de l'Asie dans son ensemble, soit vous êtes toujours victime de cette fameuse rupture, la rupture entre la Birmanie et le Bangladesh, entre ce que les Britanniques et les Français appelaient l'Asie brune et l'Asie jaune. Et cette rupture, on va le voir, elle est très coloniale finalement. Alors je voudrais d'abord, j'ai fait l'exercice, hein, moi je l'ai dessiné, la fameuse carte qui permet de recentrer, et ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais c'est assez difficile à faire, enfin il suffit de faire la carte, mais on part de rien, il faut coller les deux morceaux. Et donc vous arrivez, vous voyez la petite zone sombre là, c'est la zone où habitent les Rohingyas aujourd'hui, connue sous l'acronyme de NRS, Northern Rakhine State. En fait, en réalité, deux circonscriptions birmanes, Mongdo et Buthidan. Et puis Rattadam aussi, si on veut, mais un peu moins. Et donc vous avez cette tache brune qui est exactement entre cette Asie jaune et cette Asie brune que décrivaient les colons. Alors, en réalité, l'histoire millénaire, à travers les siècles, montre qu'il n'y a pas de rupture ou que la rupture est finalement extrêmement récente. Alors voilà ce qu'est la région au XVIe siècle. Comme vous le voyez, vous avez le Bengale, là, vous avez en dessous l'Arakan, on va voir ce que c'est que l'Arakan, et puis vous avez une chaîne de montagnes, techniquement infranchissable, c'est quand même assez important de le signaler, et de l'autre côté, vous avez ce qui va devenir la Birmanie. En gros, des peuples comme les Mon, les Birmans, enfin les Bamars, qui vivent de l'autre côté, dans le bassin d'Irrawaddy. Et entre ces deux régions, il n'y a pas de passage, très peu de circulation. La chaîne de montagne n'est pas extrêmement élevée, mais elle est très abrupte, et c'est très difficile de passer. En revanche, sur toute la plaine, on a ici, sur la plaine qui va du Gange finalement jusqu'à Mraou et Situé, vous avez une circulation qui est totalement fluide. Alors revenons-en à cette... avant de revenir à ce continuum au XVIe siècle,
je voudrais vous dire ce que vous expliquer un petit peu ce que sont les mythologies des Rakhine d'un côté, donc les populations bouddhistes de Rakhine, et des Rohingyas de l'autre. Comment pensent-ils qu'ils sont nés? D'où viennent-ils, d'après eux? Alors pour les Rakhine, c'est très très facile. Ils sont les héritiers directs du Bouddha. Ils font partie de la lignée de Bouddha. Ils ont le même sang que Siddhartha Gautama. Donc c'est très facile pour eux. C'est un continuum. Et eux sont légitimement installés dans la région depuis, disons, 3 millénaires. Pour les Rohingyas, c'est un peu plus compliqué, parce que ça varie beaucoup selon les sources. Mais il y a une mythologie qui veut que des voyageurs musulmans seraient venus dès le 7e siècle, ce qui est en fait techniquement hautement improbable, seraient venus dès le 7e siècle et auraient converti des populations locales et se seraient installés là au 7e siècle, à la fin du 7e siècle. Bon, tout ça marcherait assez bien dans les filiations légitimantes. Les uns viennent de là, les autres de là, ça fait des siècles pour chacun, tout va très bien. Sauf que les Rakhine, eux, sont techniquement tibéto-birmans. Et c'est leur origine ethnique, c'est de là qu'ils viennent, c'est leur sang, si on veut. Or, les tibéto-birmans sont arrivés dans la région au plus tôt au 7e siècle, au 8e siècle. Donc, eux, tels qu'ils sont ethniquement, et non pas sur un plan religieux, sont arrivés là, pas avant le 7e et 8e siècle. Et les Rohingyas, à l'inverse, en tout cas les populations qui aujourd'hui se conçoivent comme Rohingyas, sont bien les héritières des populations qui vivaient là il y a 2 millénaires ou 3 millénaires, sauf qu'eux sont musulmans et que l'islam est arrivé là beaucoup plus tard. Alors vous voyez que déjà les cartes se brouillent considérablement. Donc si on fait une analyse d'ethnicité, de sang, entre guillemets, on a les gagnants sont les Rohingyas. Si on fait une analyse religieuse, les gagnants sont les bouddhistes. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut évidemment concevoir la dichotomie entre nos deux populations en conflit aujourd'hui, que sont les Rakhine et les Rohingyas. Alors, comment faut-il le voir? On va parler un petit peu d'histoire. Oula, c'est pas ça que je vais montrer, oui. On va aller là, voilà, absolument. Là, nous sommes entre le XVIe et le XVIIIe siècle, fin XVe, début XVIIIe siècle. Et là, nous avons un royaume bouddhiste très puissant, et je dis royaume bouddhiste à dessein, entre guillemets, très puissant, qui s'appelle Mraou, qui laisse de très belles traces dans l'histoire. On peut visiter à Mraou de très beaux monuments, très anciens, donc XVIe et XVIIe siècle. Ce royaume est donc un royaume bouddhiste, et quand on va avec les militaires birmans dans la région Northern Rakhine State, dont je vous parlais tout à l'heure, ils vous emmènent là, parce que voilà, c'est la preuve que c'est un endroit bouddhiste et que les musulmans viennent d'arriver, et que voilà. Très bien, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a une statuaire bouddhiste très intéressante que vous avez, mais que je n'ai pas, voilà. Une statuaire bouddhiste magnifique, 16e siècle, voilà, un royaume bouddhiste très très bien. Alors là où ça se complique un tout petit peu, c'est que quand on s'intéresse de près à l'histoire, on s'aperçoit que le frère du fondateur du royaume de Mraou, qui lui a succédé en 1434, qui ne nous rajeunit pas, s'appelait, et c'est resté dans les chroniques, Ali Khan. Ce qui n'est pas, à proprement parler, un nom bouddhiste typique. Ça se complique aussi quand on voit certaines stèles. Vous en avez une, je crois, qui vient tout de suite après. Voilà, je suis désolé, la photo n'est pas très bonne. Mais vous remarquerez d'abord que c'est écrit en vieux bengali et que c'est un édit du souverain qui attribue des terres en Bengali à des populations. C'est écrit en bengali. Enfin, ça c'est étrange aussi parce que c'est pas supposé. Si on est vraiment dans la logique du royaume. On s'aperçoit aussi, et c'est là que les cartes se brouillent vraiment complètement, que tous les souverains de l'époque ont deux noms, un nom musulman et un nom bouddhiste. Alors, on retrouve dans les chroniques des trucs très étranges. Par exemple, on s'aperçoit que Ali Khan, dont on vient de parler, fait venir le livre saint du bouddhisme, le Tripitaka, une édition sacrée du Tripitaka, il le fait venir de Ceylan en 1439. Lui, il s'appelle Ali Khan, il fait venir le Tripitaka de Ceylan. Et puis, on s'aperçoit que Minbin, alors là, on ne fait pas un nom plus arakanais, plus bouddhiste, fait frapper des symboles islamiques sur sa monnaie au moment où il est au pouvoir en 1531.
mélange, aucune trace de conflit d'aucune sorte, à aucun moment dans le royaume de Mraou. L'aristocratie bouddhiste porte des vestes, des kabbas, des vestes arabes, et des chapeaux persans, au fait de la puissance de Mraou. Et puis, en matière d'alliance, on s'aperçoit que certains princes de Mraou s'associent avec certains princes Mon quand ils veulent lutter contre certains princes Bamar, d'autres princes de Mraou s'associent avec des Thaïs, d'autres avec des Moghols, en fonction des circonstances, au gré des intérêts, sachant que le frère aîné de telle lignée est en bisbille avec son frère cadet, que le frère cadet va s'associer avec le frère cadet d'une autre lignée, mais d'un autre groupe ethnique, et tout ça se mélange joyeusement sans que vous puissiez discerner aucune ligne de fracture religieuse, d'aucune sorte. En tout cas, la religion existe, ces religions existent, d'autres aussi, mais ces religions existent. Elles sont revendiquées par les uns les autres, sans que jamais ça ne semble être un déterminant de l'identité. Jamais les gens semblent se positionner, en tout cas les traces historiques, et il n'y en a aucune trace historique, en fonction d'une religion qui les aurait positionnés par rapport à d'autres en différence. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça dure quand même 3 siècles, dans un des États les plus puissants de la région à l'époque. Alors d'ailleurs, quand on voit les traces des voyageurs, ouais, alors je veux bien plutôt une autre carte, voilà, celle-là. Ça, c'est une trace, c'est une carte qui a été faite à la fin du XVIIIe siècle par un voyageur français, un cartographe français qui s'appelle Jacques-Nicolas Belin, et qui lui aussi, vous voyez, alors tout ça évidemment, la terminologie, les noms ont changé, mais vous avez le royaume d'Arakan, vous voyez les différents royaumes, vous allez retrouver, puisqu'on est déjà dans l'époque moghole, c'est une époque moghole forte, donc vous retrouvez sur le Bengale tous les royaumes moghols, et tout ça, et gentiment, continuum, sans que ça pose aucun problème à qui que ce soit, et puis se déplace joyeusement d'un point à l'autre, sans voir vraiment de rupture. Et Chittagong, qui est aujourd'hui un lieu où se réfugient les Rohingyas birmaniques, Chittagong est le lieu, le port, avec situé les 2 grands ports, surtout Chittagong, qui fait la fortune des rois bouddhistes et du royaume bouddhiste de Mraou. Alors que la population là, bangladaise, est entièrement musulmane, mais totalement dans la reconnaissance de la vassalité qui la lie avec le royaume de Mraou. Alors, autre point important pour vous montrer à quel point cette situation, ce royaume n'est pas marginal à l'époque, c'est qu'à la cour de Mraou se produit ce qu'on appelle la Renaissance bengalaise, ce que les amateurs de littérature classique de la région appellent la Renaissance bengalaise. Au XVIIe siècle, les principaux auteurs de cette Renaissance bengalaise, notamment Aol, qui est le grand auteur de cette période et qui est reconnu aujourd'hui comme le père des lettres du Bengale, est à Mraou, habite à Mraou, produit à Mraou et s'inspire notamment de textes bouddhistes et hindouistes, dont le Mahabharata. Ce qui est quand même extraordinairement intéressant, alors que lui est musulman bengalais et que c'est l'ancêtre de la littérature moderne bengalais. Alors, il y a aussi bien sûr le commerce qui est unifié. Alors on a parlé, si vous avez fait un peu d'histoire de la région, vous avez entendu parler peut-être de l'âge du commerce, de l'âge d'or du commerce. Sur l'âge d'or du commerce, on va démontrer ça tout à l'heure, là. Vous avez des déplacements de marchands qui sont extrêmement importants et qui unissent la Méditerranée, et surtout le monde arabo-persan à l'Asie du Sud, à l'Inde d'abord, et puis ensuite à l'Asie du Sud-Est et jusqu'à la Chine. Et ça, on a un continuum de ports, ça c'est les étapes des voyageurs arabes, ça vient d'un certain nombre de récits arabes et de cartes arabes d'époque. Et là, on voit qu'il y a un continuum, et quand on suit les récits, il n'y a aucune rupture entre États musulmans, non musulmans, en fonction de la confession des populations et de leur identité. Donc, la conclusion sur cette période, c'est que la religion, pas plus que l'ethnicité, ne sont les déterminants de l'identité à l'époque. Donc, on ne répond pour l'instant pas du tout à la question qui est le Rohingya que nous avons vu tout à l'heure. Lui, il est un habitant de la région. Point. Donc il est un autochtone de la région puisqu'il habite dans la région. De quel côté, de quelle frontière, on n'en sait rien puisque la frontière, en tant que concept, n'existe qu'à partir de la colonisation de cette région. Il n'y a pas de frontière mais des mouvements de population. Ce qui est approprié dans les guerres de l'époque, ce ne sont pas des territoires, parce que les territoires, ce n'est pas ça qui manque,
c'est pas très peuplé, hein, c'est pas du tout, on n'est pas dans la situation d'aujourd'hui. Ce qui est approprié sont des gens, des compétences, des talents, des soldats, des agriculteurs. C'est ça que les souverains se disputent. Donc en fait, il n'y a pas de frontière tangible, et le garçon qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas d'où ces très lointains ancêtres viennent, s'ils viennent plutôt d'un peu plus à l'Occident, ou plutôt d'un peu plus à l'Orient, mais ça change juste rien. C'est-à-dire que dans le paysage de l'époque, qu'il soit un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ne change absolument rien à son identité. Alors, qu'est-ce qui fait, donc, deuxième partie, qu'on en est arrivé là? À quel moment ça commence à se cristalliser? Alors, ça commence un peu à se cristalliser, mais je vais vous passer les détails avec les Moghols, qui ont, eux, une vision plus territoriale, peut-être, des choses, et qui figent un peu les appartenances ethniques. Mais ça, c'est assez marginal par rapport à ce que vont faire les Britanniques. Les Britanniques, alors d'abord, il faut savoir qu'en 1785, les troupes d'Ava, donc de l'autre côté de la chaîne de montagnes qu'on a vu tout à l'heure, envahissent l'Arakan et mettent fin au royaume de Mraoud. Donc il n'y a plus d'Arakan en tant qu'entité politique, il n'y a plus de Mraoud, il y a Ava, donc des gens qui viennent tout à fait de l'ouest, qui eux ne sont pas du tout dans le continuum bungalo-arakanais, qui viennent carrément d'ailleurs et qui eux décident que voilà, et puis qui essaient de se fixer des frontières et qui se heurtent aux Moghols. Mais les Moghols sont dans une phase tout à fait descendante parce que ce sont les Britanniques qui ont commencé à coloniser l'Inde et qui ont des visées sur la Birmanie. Donc les Britanniques se heurtent non pas à l'Arakan, puisqu'il n'y a plus de puissance étatique, mais se heurtent à Ava, donc à ce royaume Bamar, ce royaume birman. Alors, j'utilise le terme Bamar en dessin parce que Bamar, c'est l'ethnie majoritaire en Birmanie. Parce que si je dis birman, ça veut dire que les autres habitants de la Birmanie ne sont pas birmans. Et je préfère garder le mot birman pour la nationalité. Un Rohingya, que les autorités politiques de Birmanie le veuillent ou non, c'est un birman. Mais ce n'est pas un Bamar, si vous me suivez. Alors qu'un Rohingya, il est Rohingya, certes, mais il est birman, ou il devrait l'être, ou il devrait être reconnu comme tel. Donc, les Britanniques se heurtent au Bamar, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent les guerres anglo-birmanes, ça prend un certain temps, mais ils les gagnent, et ils décident d'annexer l'Arakan. Puisqu'en fait, le principe quand même de la colonisation, c'est de rentabiliser sa colonie très vite. Donc il faut que ça produise. Hein. Il faut que ça produise. Produire, ça veut dire mettre des terres en culture. Mettre des terres en culture, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire travailler les gens pour qu'ils produisent du riz notamment, pour qu'on puisse vendre ce riz, et puis que donc la colonie ne coûte pas trop cher. Parce que la colonie, c'est-à-dire qu'il faut y mettre des administrateurs, il faut mettre des soldats, il faut que ça rapporte de l'argent à la Grande-Bretagne victorienne. Donc on fait produire, sauf qu'on estime que les locaux arakanais et que les Bamas qui sont là ne sont pas capables de cultiver proprement et valablement la terre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait venir beaucoup de populations de la partie occidentale des Indes, c'est-à-dire des Bangladais. Et on les fait venir en masse. Des gens qui, eux, n'étaient jamais venus jusque-là, jamais venus jusqu'en Arakan, mais qui viennent exploiter la terre. Et comme les Britanniques ont des politiques de ségrégation très compliquées, ils décident que ces gens-là sont très supérieurs, parce qu'ils savent cultiver la terre, ils briment les populations locales, ils favorisent ces nouveaux venus, en leur attribuant davantage de terre, en les favorisant dans les accès aux documents administratifs, et surtout sur la terre. Donc les populations locales se sentent spoliées par ces nouveaux arrivants, qui n'étaient jamais vraiment venus dans la région, qui viennent du Bengale occidental plutôt, et qui viennent, qui s'installent, qui cultivent la terre. Il y a aussi beaucoup de Tamouls, enfin des gens, mais beaucoup de musulmans tout de même, qui viennent et qui s'installent là et qui cultivent, mais qui sont favorisés par les Britanniques. Sauf que, Deuxième Guerre mondiale, les Japonais entrent dans le jeu, et là les Japonais évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Exactement le contraire de ce qu'ont fait les Britanniques. C'est-à-dire qu'ils favorisent les locaux contre les musulmans, qui étaient favorisés par la colonisation britannique. S'ensuit des affrontements absolument invraisemblables et extrêmement violents au milieu de la guerre, qui évidemment n'intéressent pas beaucoup les Japonais, ça diffère globalement, mais qui poussent, et ça c'est très important, les populations musulmanes à monter vers le nord de l'Arakan et les populations bouddhistes à descendre vers le sud. Et là, il y a une cristallisation qui devient à la fois ethnique et religieuse.
Curieusement, c'est le moment où apparaissent les ethnonymes, notamment le nom Rohingya. Apparaissent, parce qu'on peut tracer les origines du nom Rohingya, on pourra y revenir si vous voulez plus tard, mais ce n'est pas vraiment la question. C'est là que ça rentre en pratique, vraiment, l'usage du mot Rohingya. Parce que ces populations se retrouvent dans le nord de la Rakhine, et puis dans le sud, il y a les Rakhine bouddhistes. Les Rakhine sont donc les populations, les autres populations, mais bouddhistes. Parce que cette religiosité, islam versus bouddhisme, c'est à la fois cultivé par les Britanniques, ça a été énormément cultivé par les Britanniques, c'est aussi cultivé par les Japonais, donc c'est normal que ce soit intériorisé par les gens, par les locaux. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? L'indépendance, je vais m'arrêter bientôt, l'indépendance du pays, l'attitude c'est important, l'attitude de l'État birman par rapport aux populations d'Arakan. L'État birman est fragile. Il doit lutter contre les Britanniques, qui n'ont pas très envie de donner l'indépendance, il faut bien le dire, qui reviennent dans la région. Et donc, le gouvernement d'Aung San, le père d'Aung San Suu Kyi, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur des gens. Or, les Rakhine, bouddhistes du Sud, qui se sont donc battus avec les Japonais contre la colonisation britannique, sont des alliés précieux. Et ces Rakhine bouddhistes se sont entretués avec les Rohingyas musulmans pendant toute la guerre. Donc ils détestent les Rohingyas. Donc quand il s'agit pour les Rohingyas qui vont aussi à Rangoon et qui disent, ben voilà, nous aussi on est une ethnie de Birmanie. Le gouvernement de Rangoon pèse le pour et le contre, fait un choix politique et décide que pour faire plaisir aux Rakhine, qui constituent le soutien le plus solide à la cause de l'indépendance, on va oublier les Rohingyas. Et donc là, on arrive à la dernière carte, qui est celle-là, la carte de l'ethnicité. Encore un peu, François. Ouais, voilà. Qui est la carte, puisque la Birmanie se veut un État pluriethnique, donc il y a une quantité invraisemblable d'ethnies. Pour le gouvernement birman, c'est évidemment extrêmement difficile à gérer, parce qu'il faut s'allier ou se battre avec les uns et les autres. Donc pour s'allier avec les uns et les autres, on donne des États ou des territoires à chacun, sauf aux Rohingyas, parce que les Rakhine n'ont pas voulu. Donc à la question, à la réponse, je crois que j'ai une diapo finale, on arrive à cette situation ubuesque qui est celle-là. Les grilles ne sont pas des grilles de prison, mais l'image d'Iskandie, où on se trouve avec d'un côté un petit bronze, là, que vous voyez au premier plan, Rakhine, derrière les grilles des Rohingyas, qui est légitime à quoi on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont difficiles à réconcilier, et on ne peut pas dire que l'État central birman fasse tout pour les réconcilier, mais là, je crois que on rentre dans la suite du débat avec les autres outils.